Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis en compagnie de ma très chère Morgane, alias Momo pour les intimes, que je suis très contente de retrouver pour cet épisode qui va porter sur la maladie de Lyme chronique. C'est une maladie dont elle est atteinte depuis plusieurs années maintenant. Coucou Morgane. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la maladie de Lyme ? La maladie de Lyme, c'est une bactérie qui est principalement appelée la borréliose, et c'est, pour parler très vulgairement, parce que j'ai pas les termes techniques étant donné que je suis ni médecin ni infirmière, enfin je fais pas partie du corps médical du tout, mais j'ai plus le statut de ce qu'on appelle patient expert, donc des gens qui sont atteints de la maladie et qui commencent à connaître leur maladie très bien. Donc je l'explique de manière très peu scientifique, mais en gros c'est une bactérie qui est un peu enfouie dans le sang, et du coup qui touche un peu tout, et c'est très difficile de donner les symptômes de la maladie de Lyme, parce que comme ça se balade un peu partout dans le corps, ça touche un peu tout. Ok, donc c'est Mais variable. de base c'est une bactérie. Ok, Ouais. et les symptômes sont vraiment variables d'une personne à l'autre. Ouais, vraiment, ça dépend. surtout que il y a autre chose qui fait que ça peut être variable d'une personne à l'autre, c'est que la maladie de Lyme, la bactérie principale c'est la borréliose, mais il existe plusieurs bactéries qui sont appelées des co-infections. Il y en existe plusieurs, les plus connues c'est Bartonella, Babesia. Il peut aussi avoir des parasites qui sont très souvent aussi donnés en même temps que la maladie de Lyme. Parce que la manière la plus classique d'avoir Lyme, c'est d'être piqué par une tique. Et là, la tique, elle peut donner donc la borréliose et tous les autres co-infections. Après, en réalité, il y a de plus en plus de recherches qui montrent que c'est un peu difficile de... Enfin, il y a plusieurs recherches qui disent que c'est pas que avec la tique qu'on peut être malade. C'est apparemment, alors là vraiment je mets des grosses guillemets parce que les recherches, il y en a très peu. Ça peut être sexuellement transmissible, ça peut te donner de la maman à l'enfant. Et un des trucs qui est un gros problème sanitaire, c'est que si tu vas donner ton sang quand t'as la maladie de Lyme, tu peux contaminer les personnes qui se font transfuser avec ton sang. Et comment ça t'est arrivé comment t'as assimilé le fait que t'avais la maladie de Lyme ? C'était quoi tes premiers symptômes ? Alors déjà, mes premiers symptômes sont arrivés à l'âge de 12 ans, mais j'ai été diagnostiquée à l'âge de 24. Donc déjà, tu comprends pas tout de suite que t'as ça, Une longue période, ouais. et tu assimiles très tard que c'est cette maladie-là. Donc en fait, déjà, pour expliquer comment en gros ça arrive, c'est que en fait tu te fais contaminer. Peu importe comment tu te fais contaminer, au moment où tu te fais contaminer, c'est pas forcément le moment où se déclenchent toutes les maladies et tout ça. Où se déclenchent les symptômes en fait. Pour la contamination de la maladie de Lyme, si c'est une tique qui t'a mordu, donc là il y a tout entre 1 à 3 semaines, tu as un érythème qui arrive. Donc un érythème c'est une grosse plaque rouge, l'érythème migrant qui arrive là où tu t'es fait mordre, ou peut-être à un autre endroit de ton corps. Donc là ça veut dire que t'es contaminé. Mais il y a un truc hyper important à savoir aussi, c'est que si tu n'as pas eu cet érythème, ça veut pas dire que t'es pas contaminé. En France, les médecins te disent si t'as pas l'érythème, tu n'es pas contaminé. Mais dans 50% des cas, tu peux l'être. Et ensuite, le premier stade, parce que la maladie de Lyme a 3 stades, le premier stade, c'est les mêmes symptômes qu'une grippe. Ok. Si tu t'es fait contaminer par morsure, en général, ça arrive entre 2 et 4 mois après la morsure. Donc ça, c'est le truc encore plus à surveiller qu'un érythème migrant. C'est est-ce que tu as un état grippal entre 2 et 4 mois. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'en France, il y a le test ELISA qui permet de dépister la bactérie. C'est un test qui permet de trouver d'autres choses, mais notamment la maladie de Lyme, mais il n'est pas que pour la maladie de Lyme, mais voilà. Et en fait, ce test est efficace entre 2 et 4 mois. Si tu le fais trop tôt, il sera négatif. Si tu le fais trop tard, il sera négatif, même si t'es contaminé. Donc, si t'es positif, mais il y a beaucoup de faux négatifs. Et donc, du coup, c'est ça qui empêche énormément le bon diagnostic, parce que si t'es passé un peu à côté et que tu te fais un test 7 mois plus tard, il va être négatif. Parce que les bactéries s'enfouissent un peu. Elles se cachent, on les voit plus. Donc, du coup, on peut plus les trouver. Il y a d'autres tests qui permettent de mieux les trouver, qui sont notamment le Western blot ou l'ELISpot. Mais ces tests, en France en tout cas, sont faits
que si ton ELISA il est positif. Donc si t'as un faux négatif, tu vas pas vraiment passer à côté. T'as même pas le droit de le c'est ça. faire, carrément. Alors, en France, moi je connais pas trop parce que je me suis fait plus diagnostiquer en Allemagne. Mais par contre, pour parler avec des personnes qui ont essayé de le faire, et c'est pas que t'as pas le droit, mais c'est juste que c'est sur ordonnance. Donc il faut que tu trouves un médecin qui veut bien te le faire. Et c'est très difficile. De manière générale, soigner la maladie de Lyme, c'est tellement peu connu et mal informé en France que c'est très compliqué et que les médecins mettent beaucoup de bâtons dans les roues parce que, en vrai, la maladie de Lyme chronique n'est pas vraiment reconnue en France. Ouais. Alors que dans d'autres pays, par contre, oui. Ouais, États-Unis, Allemagne, c'est reconnu et c'est possible de se faire soigner. Et c'est pris en charge et tu peux même te faire dépister aux urgences. Ok, ce carrément. qui en France n'est pas possible. N'est pas le cas. T'as ce premier stade. Si tu passes à côté, tu vas arriver sur le stade 2, où là tu vas commencer à avoir des raideurs musculaires, des faiblesses musculaires, des problèmes comme un peu de l'arthrite, des paralysies, quand même. Notamment faciales souvent, mais pas que. Et la plupart du temps, t'as un côté qui est plus faible que l'autre. Et tu te sens assez fatigué, tout le temps, fatigue chronique, t'as du mal à te reposer. Et des raideurs. Torticolis, vraiment le dos très raide. Ça, c'est les tout premiers symptômes du stade 2. Donc ça arrive au bout de 7 mois. Voilà. Et si là encore t'es pas dépisté, t'arrives au stade 3 au bout de 1 an et plus, où là, t'as beaucoup plus de symptômes, et là, ça dépend vraiment des gens, ça peut absolument tout toucher. Ça peut toucher tout ce qui est la sphère ORL, donc les yeux, tout ce qui est ophtalmo, tout ce qui est sinusite, tout ce qui est les problèmes auriculaires, tout ce qui peut... Tu peux avoir des problèmes de gorge, tu peux avoir des problèmes d'estomac, tout ça peut toucher n'importe quel organe, problèmes de vessie, problèmes gynécologiques, tu peux... voilà, il y a vraiment... Tout est touché. Ça peut être tout et n'importe quoi, ce qui fait que la maladie de Lyme aussi est très dure à dépister, parce que tu vas voir ton médecin, tu parles de un ou deux trucs, et puis en fait il t'envoie vers un spécialiste qui essaye, qui te dit ok, qui teste, machin. Mais le truc c'est qu'avec la maladie de Lyme, c'est que si tu testes pas la maladie de Lyme, tous les autres tests seront parfaits. Okay. Moi, jusqu'à ce que je me fasse dépister, diagnostiquer, tous les examens que j'ai pu faire, que ça soit IRM, scanner, radio, échographie, prise de sang, j'ai fait vraiment plein de trucs. Tout est nickel. Tout est bien. Et du coup, c'est une des grosses difficultés pour diagnostiquer, c'est qu'en fait, si tout va bien, évidemment, on t'envoie vers le psy. Surtout qu'en plus, ça touche aussi la sphère cognitive et que ça arrive d'avoir des symptômes similaires à la schizophrénie ou à la bipolarité. Et c'est une maladie qui est beaucoup confondue avec la fibromyalgie, la sclérose en plaques. Donc tu peux être vite mal orienté. Donc c'est tout ça qui fait que c'est hyper dur à diagnostiquer et du coup t'es pas pris en charge. Et en fait, il y a une autre problématique, c'est que même si à partir du tout début, t'as un érythème et que tout va bien, donc la maladie de Lyme, ça se soigne avec des antibiotiques, vu que c'est une bactérie, on va te proposer des antibiotiques pendant 3 semaines, et ensuite, c'est fini. C'est-à-dire que si tu vas pas mieux après, on va aller chercher ailleurs. On va pas continuer à te donner des antibiotiques, parce qu'en France, il me semble que c'est pas autorisé de donner des antibiotiques pendant plus de 3 semaines, sauf dérogation pour certaines maladies. Donc c'est une grosse problématique, parce que c'est très mal soigné. Donc déjà, même si t'es diagnostiqué tôt, t'es mal soigné, en général. Sauf si t'es avec un professionnel de Lyme, mais il y en a très peu en France. Et il y a une grosse problématique avec les professionnels de Lyme, c'est qu'ils ils se font virer de l'ordre des médecins s'ils donnent trop d'antibiotiques. Et il y a énormément de médecins reconnus qui soignent la maladie de Lyme, qui se font virer de l'ordre des médecins pour leurs pratiques et leurs protocoles. Ouais, donc c'est très problématique. Et il y a de moins en moins de médecins Lyme et de plus en plus de gens qui ont Lyme, parce qu'il y a de plus en plus de prolifération de tiques. Et en plus, comme c'est pas reconnu en France, pour tout ce qui est contamination par transfusion, moi là, je vais donner mon sang. On va pas me dire votre sang est pas accepté parce que vous avez une maladie, parce qu'en fait, elle est pas reconnue. Ouais, putain.
Et comme il y a plein de gens qui sont pas diagnostiqués, tu penses faire une bonne action, tu contamines Il me semble que le Plein de chiffre... gens ensuite. Ouais, c'est ça. Il me semble que le chiffre, c'est... une personne qui donne contamine 4 personnes. Ah ouais. Ouais. Mais voilà, après, bon, j'ai pas les sources en tête. C'est des trucs à rechercher, quoi. Mais voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place pour t'aider en termes de traitement Alors, toujours, c'était... Au début, tu veux dire au moment du diagnostic. Genre, qu'est-ce qu'on t'a proposé au début Au début, ok. Pour soulager tes douleurs? C'était quoi les traitements? Alors, au tout début, j'ai fait toute une batterie de tests. Bon, bien sûr, il n'y avait rien. Donc, on m'a dit que c'était le stress. Donc, on m'a... What? Ouais. C'est le stress, allez vous coucher, ça ira mieux. C'est le stress. Soyez moins stressés, faites du sport. Sachant que quand t'as la maladie de Lyme, c'est très dur le sport. Donc, parce que t'as moins d'énergie, comme tu disais. T'as moins d'énergie. Moi, j'avais une chlamydia pneumonique qui n'a rien à voir avec les chlamydia. Tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est une bactérie qui est dans les poumons et qui ressemble à de l'asthme. Enfin, pendant longtemps, j'ai eu une ventoline et ça me faisait rien en fait. Et en fait, parce que c'était pas du tout de l'asthme, mais ça a les mêmes symptômes que l'asthme, c'est tu as du mal à respirer, tu peux faire un peu des crises comme ça. Mais il y a moins de grosses crises par contre, comme l'asthme. Mais il y a vraiment ce truc de tu respires très mal et t'as mal aux poumons et tu le sens à l'intérieur. Tout le monde me dit que je suis pas malade et que je dois faire du sport, mais en même temps j'y arrive pas, je le vois par rapport à mes amis, aux gens qui ont le même âge que moi. Même mes copines ou mes copains qui se disent pas du tout sportifs étaient plus forts que moi. Enfin, ils avaient plus d'endurance. Ils avaient plus d'endurance et tout. Je me disais, mais c'est pas possible parce que moi j'essaie quand même de faire du sport. Donc j'étais un peu. Qu'est-ce qui se passe quoi? Bah ouais, et t'es persuadée qu'il y a un problème, mais en même temps, j'avais 12-13 ans, tu fais confiance quoi. Donc du coup, on m'a proposé de calmer mon stress avec le sport, d'aller voir une psychologue. On m'a donné du magnésium. Voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Au début, et en fait, un jour, je suis tombée dans les pommes au collège. Et suite à ça, ça a vraiment été la dégringolade. À un moment donné, je tombais dans les pommes tous les 2-3 fois par jour. Ah oui, et en fait, j'ai été déscolarisée en 3e parce que je pouvais plus aller à l'école. Je tombais tout le temps dans les pommes, j'arrivais plus à me concentrer, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais tout le temps la nausée, j'avais tout le temps des maux de tête. Et c'était invivable. J'ai eu un sorte d'aménagement pour l'école, mais moi, c'était compliqué. Et j'ai loupé beaucoup cette année-là. Et là, il n'y avait rien de proposé. J'ai vu, mais sans mentir, je pense que j'ai vu une centaine de médecins, gastro-entérologues, je dis une centaine, et là j'en dis un que comme ça, mais j'ai vu gastro-entérologue, neurologue, comment ça s'appelle, les ORL, kiné, ostéo, des infirmières, des infirmiers, des médecins généralistes. J'ai vu vraiment beaucoup de urologues, gynécologues, enfin voilà, j'ai vraiment vu beaucoup de j'ai vu un pneumologue aussi, des spécialités différentes. Et en fait, personne ne trouvait rien, parce que comme je disais tout à l'heure, les examens sont tous normaux. Et finalement, la personne qui a réussi à soulager mes douleurs, mais le terme c'est vraiment soulager, parce que c'est pas guéri quoi, c'est une psychologue homéopathe. Je sais que l'homéopathie c'est très controversé, mais pour moi ça a marché, donc tant que ça marche, on se pose pas de questions. Et j'ai fait 6 mois de thérapie avec elle, et en fait, là où j'arrivais même plus à me lever de mon lit presque, à cause des vertiges et des nausées et des vomissements, en fait j'ai réussi à retourner à l'école. Du coup en seconde à partir de la seconde j'ai plus loupé l'école quoi. Trop génial. Donc c'était très chouette, mais ça restait que quand même j'avais une santé fragile, alors que c'était pas censé être le cas, parce que j'étais censée être très bien. Donc il n'y a rien qui a été mis en place en vrai, parce que en fait quand t'as tous les médecins qui te répètent que tout va bien, que t'as fait tes séances de psy, tu veux faire quoi de plus quoi. Donc il y a rien qui a été fait, d'autant plus que la maladie de Lyme, alors c'est pas quand t'es contaminé que tu as forcément la maladie de Lyme, ça peut se déclencher plus tard aussi, notamment à cause d'un choc psychologique ou un choc physique, par exemple avoir une autre maladie comme le Covid par exemple. Mais des fois ça peut être déclenché et du coup les symptômes arrivent, mais
ça joue beaucoup avec ta santé si tu es quand même en bonne santé, parce que tu peux avoir la maladie de Lyme, tu peux avoir d'autres choses. Parce qu'en plus, c'est une porte ouverte. Tes anticorps, ils sont toujours en train de se battre contre la maladie de Lyme, donc ils peuvent pas s'occuper de tout. Donc pour beaucoup de personnes qui ont la maladie, moi ça n'a pas vraiment été mon cas, mais en plus de ça, ils se chopent toutes les gastro, toutes les grippes, toutes les maladies qui existent. Parce que leurs anticorps sont pas assez nombreux pour assumer tout. Ils peuvent pas tout assumer, quoi. Et moi, c'est vrai que ma médecin de Lyme m'a dit si vous aviez pas Lyme, vous avez une santé de taré, genre. Ouais. Mais vraiment, elle m'a dit, mais il y a tout votre qui est corps, parfait. il se bat bien, quoi. Et c'est pour ça que je suis pas une des personnes qui a une maladie de Lyme. C'est très handicapant. Mais si je me compare aux personnes qui ont la maladie de Lyme, je suis quand même pas la personne la plus à plaindre. La plus à plaindre. Après, c'est pas bien de se comparer, mais c'est juste pour. Je veux dire, il y en a pas qui sont moins pires que d'autres, parce que des fois il y a des gens qui me contactent pour me dire bon, moi je crois que je suis pas très malade et tout. Non, si ça t'handicape, c'est un problème. Mais je veux dire, il y a quand même des gens plus atteints que d'autres, et moi je fais pas partie des personnes les plus atteintes. Il y a beaucoup de gens qui sont paralysés, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas travailler, qui sont vraiment handicapés, et eux ils ont aucune solution parce que c'est pas reconnu. Donc c'est très compliqué, mais moi je faisais pas partie des plus handicapés par la maladie de Lyme. Et du coup, j'avais pas d'autres maladies, et j'ai eu une période où ça se passait très bien dans ma vie aussi, parce que ça va avec le mental. Oui. Tout allait bien, je venais de déménager, je commençais la fac, j'avais des super copains, tout se passait bien, donc j'étais bien dans ma tête, j'étais bien dans mon corps. Même si j'avais ces petits problèmes-là, j'ai vu un psychologue homéopathe. J'ai vu un psychologue hypnotiseur, pareil, qui m'a beaucoup aidée. Et il y a la maladie qui s'est stabilisée. Donc j'ai eu quelques années de répit où vraiment la maladie s'endort, en gros. Et elle est presque asymptomatique. Alors presque, parce que quand même t'as des symptômes, par exemple les nausées, les maux de tête tous les jours. Ça, quand même ça. Ça j'avais. Torticolis, j'en ai toutes les semaines. Enfin vraiment c'est ces genres de symptômes qui sont un peu fatigants, mais qui sont pas... t'es pas allongé dans ton lit, t'arrives à vivre, mais voilà. Et donc du coup, j'ai passé 2-3 ans comme ça, et même 4 peut-être, et à un moment, pour je sais pas quelle raison, j'ai une rechute. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible de vivre comme ça. Il y a un truc qui va pas, là. Ma rechute, et en fait, ce qui m'a fait le plus peur dans la rechute, c'est que pour l'instant, j'avais eu beaucoup de symptômes physiques, et que des symptômes physiques, et j'avais toujours appris à vivre avec. Je pouvais moins faire de sport que les autres, j'en faisais presque plus même. Et voilà, je peux pas aller monter une montagne, faire de la rando, voilà, il y a des trucs que je peux pas faire, et c'est pas grave, j'ai appris à vivre avec. Mais par contre, lors de ma rechute, j'ai commencé à avoir plus de problèmes cognitifs. J'ai commencé à avoir des symptômes similaires à la dyslexie. Pareil, je faisais de la dysyntaxie. Enfin, des trucs où, normalement, c'est un truc que t'as depuis longtemps. Et moi, j'ai commencé à faire ça, j'avais 18, 19, 20 ans, genre. Et du coup, j'ai dit, waouh, c'est problématique. J'ai toujours une excellente mémoire aussi. Je note pas mes rendez-vous, je retiens tous les dates d'anniversaire. C'est un truc, j'ai une très très bonne mémoire. Et là, j'ai commencé à ne plus rien retenir, à devoir noter beaucoup de choses, alors que ça m'était jamais arrivé. Et ça, pareil, quand tu vas te plaindre de ça, quand tu mentionnes ça à ton médecin, il te dit « Mais c'est normal de noter ces rendez-vous. » Oui, d'accord, mais en fait, ça reste une régression dans ma vie, en fait. Dans ton quotidien, parce que t'avais jamais pris l'habitude de le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Noter, tu retenais tout. Et les médecins qui te comparent aux autres, je trouve ça très dur, parce que tu te dis « Mais oui, il y a des gens qui ont besoin de noter tout, mais ils le font depuis le début de leur vie, et c'est... » Voilà, moi, c'est pas mon cas, et ça veut dire qu'il y a un truc qui est moins bien, oui. C'est tout, c'est juste ça que ça veut dire. Et on ne prend pas au sérieux, et on refait une batterie de tests, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on a fait, c'était il y a 8, 9, 10 ans, et ils sont encore tout normaux, et c'est compliqué. Et donc du coup, là j'ai dit c'est pas grave, je cherche, et jusqu'à ce que je trouve, je vais revoir encore plein de gens et tout. Donc là on a commencé aussi à parler de l'endométriose, donc je me suis dit j'ai quand même beaucoup de problèmes gynécologiques, ça doit être ça. Donc j'ai réussi à trouver un très bon gynécologue qui m'a diagnostiqué une endométriose. Mais il m'a dit,
Ça peut expliquer certains symptômes, mais ça n'explique pas tout. Hein. Ok. Il m'a dit, avec une endométriose, on n'a pas des maux de tête tous les jours et des nausées tous les jours. Je dis ok. Ensuite, pareil, par un concours de circonstances, je me retrouve à voir une micro-nutritionniste qui est aussi médecin généraliste, qui elle me fait un test pour l'hélicobactère. L'hélicobactère qui est une bactérie dans l'estomac qui fait comme une gastrite chronique. Et du coup, ça faisait très longtemps que je mangeais plus de choses acides, des agrumes, du vinaigre. Je pouvais plus manger d'épices aussi, piment, tout ça. Enfin, c'était même le curry, le curcuma et tout, je pouvais plus en manger. J'étais allergique à tous les alliums, ail, oignons, enfin tout ça. Et elle m'a dit, on va quand même faire un petit test hélicobactère. Donc ça, c'est assez simple. C'est un petit, ça s'appelle le test, c'est un hélikit. C'est un truc où c'est trop bizarre. Tu souffles dans une paille. Ensuite, tu bois un truc au citron, t'attends une demi-heure, tu ressouffles dans une paille, tu rebois un truc au citron, t'attends une demi-heure, et tu ressouffles dans une paille. Ok. Voilà. Donc j'avais un hélicobactère, ma médecin m'a... Donc là, c'est des antibiotiques qu'il faut. Moi, j'ai fait un traitement, ça s'appelle le traitement Pilera, qui est le traitement qu'on donne en général quand on n'arrive pas à se débarrasser de l'hélicobactère. Sauf que le traitement que j'aurais dû faire avant était à la pénicilline, et je suis allergique à la pénicilline. Donc elle m'a direct donné le plus fort. Et elle m'a dit bon, donc j'ai fait le traitement, c'était horrible, c'est très très dur, mais ça c'est vraiment un autre sujet, l'hélicobactère c'est très dur aussi. C'est moins handicapant dans la vie et moins long et beaucoup plus facile à se débarrasser, mais quand même le traitement il est très dur. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le faire, mais ouais, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, une fois que c'est fini, tu refais le test où tu bois du citron et tu souffles dans les pailles. Oui. Et moi j'étais négative. Et depuis, je peux remanger des épices, je peux remanger un peu plus acide, enfin tout ça. Déjà. Je me sens, enfin j'ai beaucoup moins de brûlures d'estomac et tout ça. Des agrumes par exemple. Oui, tout ça. Je peux toujours pas manger des alliums, ail, machin. Ail, oignon, échalote, tout ça. Mais en tout cas, il y a une partie que quand même je digère beaucoup mieux et qui me fait moins mal à l'estomac. Mais elle me dit quand même, la médecin, ça explique des symptômes. Ça peut expliquer la nausée, ça peut expliquer les maux de tête, ça peut expliquer certains trucs, mais ça va pas du tout expliquer pourquoi vous avez tout le temps des torticolis, pourquoi vous avez tout le temps des courbatures alors que vous faites pas de sport, pourquoi vous avez des faiblesses, pourquoi vous dormez mal. C'est vraiment... Enfin là, non, il y a autre chose. T'avais quel âge à ce moment-là, quand elle te proposait tout ça ? C'était en 2020, donc j'avais 24 ans. Ok, d'accord. Et je venais de me faire diagnostiquer de l'endométriose, vraiment. Ok. J'ai eu le diagnostic de l'endométriose... 2 mois après, j'ai eu le diagnostic de l'hélicobactère. Ça a été assez compliqué parce que 2020, on connaît cette année, le Covid. Donc Merci poteau. Donc ça a été un peu compliqué. En fait, j'avais commencé toutes ces démarches avant le Covid et du coup, j'ai réussi à avoir les résultats en mars, avril, enfin des trucs comme ça. Donc là, j'avais 2 nouvelles maladies alors qu'on m'avait toujours dit que j'avais rien. Et on me disait que j'avais sûrement encore autre chose, mais qu'on ne trouvait pas quoi. Donc là, on sous-estimait même pas encore la maladie de Lyme. Non, mais pas du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par hasard, mais par le plus grand des hasards, je tombe sur une vidéo d'une fille qui s'appelle Jeanne, qui aide beaucoup de gens sur Internet, surtout sur Instagram, qui est assez active et qui a vraiment aidé énormément de personnes, qui a fait une vidéo pour je ne sais plus quel média, et je suis tombée sur la vidéo, je l'ai regardée, et je me suis dit, mais cette meuf, elle parle de ma vie, genre, c'est exactement ce que j'ai vécu, j'ai les mêmes symptômes qu'elle, les mêmes problématiques d'examen toujours corrects et tout. Et en fait, je vois cette vidéo, je fais, mais c'est... Et je vois maladie de Lyme. Bon, maladie de Lyme, c'est une maladie que je connais depuis que je suis toute petite. Je viens d'une région où il y a beaucoup de tiques. Mais comme je disais au début, moi, c'était, si j'ai pas d'érythème, je suis pas contaminée. Donc à chaque fois que je m'enlevais un tic, je regardais pendant 3 semaines, hop, pas d'érythème, tranquille, c'est bon. Je l'ai pas. En plus, c'était, au pire, tu fais 3 semaines d'antibiotiques et c'est fini. Moi, c'est tout ce que je connaissais de la maladie de Lyme. Et d'ailleurs, tout le monde connaît la maladie de Lyme de nom, mais en fait, personne ne sait exactement ce que c'est. Et ce qui est le plus dur dans la maladie de Lyme, contrairement à d'autres maladies qui sont moins répandues, c'est qu'en plus que c'est moins répandu, et que c'est pas du tout répandu, et que les gens ne connaissent pas, le pire, c'est qu'il y a des fausses informations. Et ça, vraiment, c'est hyper dur parce que... On peut pas s'y retrouver, quoi. C'est dur de s'y retrouver, exactement.
Du coup, t'es face à des gens qui pensent savoir et en fait qui ne savent pas, c'est pas de leur faute, hein. Mais même des médecins des fois. Des médecins qui ne savent pas et d'autant plus que les médecins, ils sont très sûrs d'eux et c'est difficile de leur faire entendre certaines choses. Et ce qui est normal, ils ont fait des grandes études pour ça, mais c'est pas pour ça que c'est les savants de tout, quoi. Et qui peuvent pas se remettre en question de temps en temps pour certaines choses. Voilà, c'est ça. Mais du coup, j'ai vu cette vidéo et je me suis dit, je vais regarder un peu plus. Et en cherchant, j'ai trouvé une association qu'on peut contacter et qui donne des noms de médecins Lyme. Et là, tu commences à te sentir un peu comme une personne hors la loi, parce qu'on commence à te dire, si on te donne le nom d'un médecin Lyme, tu le donnes à personne. Parce qu'ils peuvent avoir de gros problèmes si on sait qu'ils soignent la maladie de Lyme. Ah oui. Donc il y a un trafic de noms de médecins qui veulent bien nous soigner, qui est hyper secret. Et en fait... Comme si c'était hors la loi de traiter la maladie de Lyme. Mais c'est hors la loi de traiter la maladie de Lyme en France. Je te dis, il y a plein de gens qui se font virer de l'ordre des médecins parce qu'ils ont donné 2 mois de traitement, quoi. Du coup, j'ai le nom d'un médecin. Pareil, tout est compliqué parce que c'est le Covid, mais j'arrive à l'avoir en visio, j'arrive à faire un test à distance. Pareil, le test à distance, c'est hyper compliqué parce que c'est une prise de sang avec un kit qu'on nous a envoyé. Donc, c'est à toi de la faire. Donc oui. Enfin, wow. Moi, je peux demander à une infirmière ou un infirmier. Seule problématique, c'est que dans les labos, ou même les infirmiers, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que c'est rare qu'ils t'autorisent à reprendre ton sang, en fait. Normalement, ils piquent, ils gardent et ils font leurs analyses. Tu peux pas dire, je vais reprendre mes... Puis t'arrives pas avec... Enfin, c'est compliqué d'arriver avec tes flacons. Enfin, en tout cas, moi, au labo que j'ai demandé, aux infirmiers que j'ai demandé, il y en a plein qui voulaient pas le faire. J'ai réussi à trouver un infirmier qui a bien voulu le faire. Et j'ai pu envoyer mes résultats. J'ai eu les analyses. Et là, j'ai fait un test qui s'appelle le test phage, qui est encore un autre test par rapport aux 2 autres que j'ai parlé tout à l'heure, qui, je le connais pas très bien, mais en tout cas de ce que moi j'ai vu sur les résultats, il est assez bref. C'était négatif, positif. Là où le test m'a aidé, moi je fais le ELISpot, l'ELISpot il est beaucoup plus complet. Avec quelle bactérie, quel type de Borréliose tu as, quel pourcent... c'est pas des pourcents, des chiffres, mais voilà. Je vois ça, donc je vais voir le médecin. Et en fait, la consultation se passe pas bien du tout. Et je décide de plus jamais retourner le voir. Mais je me dis, je peux pas rester comme ça. Et c'est là que je décide du coup de contacter Jeanne. Et là, elle me donne le nom de ces médecins en Allemagne. Et c'est là que tu vas enfin aller en Allemagne, du coup. Alors, pas tout de suite. Parce que elle m'explique un peu comment ça se passe et tout. Et en fait... Le truc qui est compliqué, c'est que ça reste une clinique privée. Donc très cher. Très très cher. Et en fait, comme en France, tous les médecins disent que Lyme ça n'existe pas, que les gens qui soignent Lyme c'est des arnaqueurs, c'est des gens qui demandent cher, et en fait ils arnaquent. En France on nous dit que ça peut pas être soigné, ou qu'en tout cas c'est pas comme ça qu'on fait. Ça dit aussi que y a des gens qui nous font payer cher pour soi-disant nous soigner alors que ça peut pas être guérissable. Ça se trouve c'est des charlatans et tout. C'est ça. Et tout le monde, en France tout le monde dit ça, que ça se guérit pas et que s'il y en a qui te proposent, c'est que c'est des charlatans et qui vont te pomper ton fric et qui se servent du désespoir des gens pour te sucer jusqu'à l'os. Pour s'enrichir quoi, ouais. Donc évidemment, gros questionnement parce que déjà comment on va... Même si je décide de faire confiance, comment je vais financer ça, c'est compliqué. Après j'ai de la chance parce que j'ai mes parents qui m'ont beaucoup soutenue, que ça soit dans toutes les démarches mais aussi financièrement. Sinon j'aurais pas trop pu le faire. Donc j'en ai beaucoup parlé avec mes parents, on a décidé de faire confiance et que de toute manière on n'avait pas d'autre solution. Et que c'est comme ça que j'allais réussir à guérir. Ce qui était un petit peu compliqué, c'est que je n'avais pas de témoignages de gens qui avaient guéri. J'avais le témoignage notamment de Jeanne qui était là-bas, il y avait d'autres filles aussi que j'avais contactées qui étaient, mais personne qui avait réellement guéri. Du coup, c'était un peu à l'aveuglette. Donc j'ai fait le premier rendez-vous qui s'est fait à distance. Et là, en fait, elle te pose plein de questions. Et elle te pose des questions en détail sur chaque chose de ton corps. Est-ce que t'as mal à la tête? Est-ce que t'as mal aux yeux? Est-ce que t'as mal au nez? Est-ce que t'as mal à la bouche? Enfin vraiment genre, t'as le détail. Tout est hyper détaillé. Tout est hyper détaillé. Le rendez-vous dure... moi je crois qu'il a duré 1h30 ou 2 heures.
Check-up complet. Et t'as le temps de tout dire, pas comme un médecin généraliste qui a un quart d'heure et du Ouais. coup, tu dis l'essentiel et t'oublies la moitié. Et du coup, bah là, gros check-up et elle m'a dit, vu ce que vous me dites, j'ai l'impression que vous avez quand même la maladie de Lyme, les symptômes sont assez classiques. Donc elle m'a dit, je vais vous faire un test complet. Donc c'est-à-dire pour voir les co-infections, les parasites, la borréliose, quel type de borréliose, tout. Donc elle me propose ça. Donc là, pareil, prise de sang à distance. La première prise de sang que j'ai fait, c'est mon frère qui était en étude d'infirmier depuis 2 semaines qui m'a fait la prise de Mais sang. non. Parce que c'était très compliqué de trouver quelqu'un encore une fois. Et parce qu'en sortant j'avais déménagé et la personne qui était venue ne faisait pas ailleurs que dans son secteur, enfin voilà. Donc c'est mon frère qui a fait, donc c'est très très fort, il a géré parce qu'en vrai il y a 9 tubes je crois à remplir. Ah oui, quand même. Et quand t'as pas fait de vrai, enfin il avait jamais vraiment fait de vraie prise de sang hors Ouais. exercice, donc c'était très, enfin il a vraiment géré et en plus Il le fait sur sa sœur, quoi. ouais et Donc puis double... Enfin, tu stresses plus, quoi. bah si c'est sur un ça membre de ta et en famille. fait il m'a dit après que ça lui avait mis la pression et en plus c'est surtout que le kit si tu foires ben T'en as pas d'autres. j'en ai pas d'autres. Après, je peux en recommander un, mais c'est encore un budget. Enfin, c'est... Voilà. C'est... Faut pas se louper, voilà. quoi. Et en fait, il a trop géré. Il m'a dit, mais non, ça va aller tranquille et tout. Alors qu'il avait grave Alors la qu'il pression. avait grave la pression. Et il a trop géré. Et bon, bref, j'ai envoyé. Et là, j'ai refait un test. Du coup, 15 jours après les résultats. J'ai pas refait. Non. Une fois que j'ai envoyé la prise de sang, j'ai eu les résultats et j'ai refait un contrôle avec ma doctoresse qui là m'a dit, bah voilà, vous avez borréliose et vous avez telle co-infection. Donc moi j'avais chlamydia pneumonique et j'avais un parasite aussi qui est un nom allemand que je ne retiens jamais. Et elle m'a dit ben là faut commencer un traitement. Ce que je vous propose c'est 4 semaines d'hospitalisation avec antibiotiques en intraveineuse et de la phytothérapie en intraveineuse. Donc il faut venir sur place. Pour ce rendez-vous, j'étais allée sur place d'ailleurs pour voir la clinique et tout ça. Donc pareil, là un budget mais de dingue parce que déjà les 2 heures de rendez-vous ça coûte je crois 350 €. Ah oui. La séance. Ensuite t'as la prise de sang qui était à environ 2000 €. Après t'as un rendez-vous qui est à 350 €. Et là la semaine était à 1600 € la semaine d'hospitalisation. Il y a une semaine qui est un peu moins chère parce que la première où t'as pas encore d'antibiotiques qui est à 990 je crois, enfin 1000 €, mais voilà. Dans l'idée on est à peu près à ça, donc ça fait un énorme budget. D'autant plus que c'est une clinique de jour, donc tu ne te fais pas hospitaliser 24 heures sur 24. Donc il faut trouver un logement. En plus. Et faut te déplacer jusqu'à la clinique, donc c'est toute une organisation et un budget. On décide de le faire quand même, et là, pareil, là où c'est aussi un budget, notre truc, c'est que pendant ce temps, je ne peux pas travailler. Et là, ils te conseillent fortement, c'est presque obligatoire, de venir avec quelqu'un, parce qu'en fait, t'es dans un état tellement horrible que tu peux pas être seule pendant le traitement. Moi, je suis venue avec ma maman, donc ça veut dire que ma maman ne travaillait pas non plus. Donc t'as pas de rentrée d'argent, t'as que des sorties. Ouais. Donc c'est compliqué. C'est pas accessible à tout le monde. Et c'est très triste ça, par contre. Et pour ça, j'ai conscience que j'ai énormément de chance. Et bon bref, du coup, j'y suis allée pendant les 4 semaines. Et en fait, c'est l'avantage de le faire en intraveineuse et surtout en hospitalisation, même de jour. J'aurais préféré en vrai de 24-24, mais là ils font pas eux. Et l'avantage c'est que ils vont te donner les antibiotiques par petites doses pour voir si tu les supportes. Parce que la problématique, c'est que les antibiotiques attaquent les bactéries et une fois que la bactérie se sent attaquée, elle relâche des toxines pour se défendre. Donc en fait, si le traitement fonctionne et qu'il arrive à attaquer les bactéries, tu vas être encore plus malade que quand t'es arrivé. Et dans un état, mais vraiment... Moi j'allais à la clinique, je rentrais, je dormais, je retournais à la clinique. Je restais en intraveineuse entre 8 et midi en général, 8h et midi. Et le reste du temps, je dormais, je faisais rien d'autre. Et j'étais souvent assez malade, beaucoup de nausées et tout.
Ça a été assez compliqué, mais tu peux être bien surveillé du coup. T'as des prises de sang toutes les semaines, des électrocardiogrammes aussi, parce que certains médicaments amènent des problèmes de cœur. Et en fait, ce qu'ils essayent de trouver, c'est le bon dosage entre un maximum de dosage antibiotique pour défoncer la bactérie, mais des antibiotiques qui vont pas te défoncer le corps avant de défoncer les bactéries. Et ça, sur tout le long du traitement, ça va être un jeu d'équilibre de à quel moment on défonce plus ton corps que la bactérie et à quel moment ça devient dangereux en fait de mettre des antibiotiques trop forts. Donc on a des tests pour voir si tous les organes vont bien, les ECG pour le cœur, des prises de sang. Voilà, donc on est hyper bien surveillé. Et ensuite, au bout de 4 semaines, je rentre chez moi et là on sait pas du tout pour combien de temps j'ai de traitement. Sachant que la moyenne c'est entre 1 et 3 ans. Donc là je rentre chez moi et je fais le traitement par voie orale. Et donc le traitement par voie orale c'est de la phyto en gélule et c'est des antibiotiques. Donc moi j'en avais 3 en dosage qui n'existait pas en France d'ailleurs. C'est des énormes dosages. Et là, l'autre problématique que j'ai eue à ce moment-là c'était de trouver un médecin de transition entre l'Allemagne et la France. Donc c'est-à-dire trouver un médecin qui veut bien m'aider à faire mes ECG tous les mois, à faire des ordonnances pour que je puisse faire des prises de sang, aider la transition quoi. Donc ça a été une galère, vu que personne ne veut faire ça. Par exemple, j'avais mon cardiologue, qui est mon cardiologue depuis très longtemps, première fois que je suis allée chez lui, donc je devais faire un ECG tous les mois. Il m'a dit je le fais pour aujourd'hui, mais ce que vous êtes en train de faire c'est un non-sens médical, je ne veux plus que vous reveniez. Ah ouais, ok. Ce qui est complètement illégal, parce que il a le droit de pas vouloir me soigner, ou de pas se sentir de le faire, ou de pas vouloir le faire, peu importe. Il a le droit, mais il doit me réorienter. Ah oui, ok, il doit pas te laisser comme ça. Il doit pas me laisser comme ça. Moi, je suis rentrée chez moi, j'étais en mode... Je suis arrivée, je dis à ma mère, mais comment on va faire ? Je peux pas arrêter le traitement, parce que c'est une grosse problématique aussi d'arrêter le traitement. Parce que en gros, la bactérie, elle devient tolérante. Un process à respecter. Ouais, il y a un protocole, ouais. Et même, en fait, non, il n'y a même pas de protocole ou de process à faire pour pouvoir arrêter. C'est juste que si tu arrêtes, la bactérie, elle va se dire, enfin, on est tranquille, et elle va se rattaque plus fort. Et elle rattaque plus fort, et elle fait, ok, on n'était pas assez forte, mais là, maintenant, je vais me blinder. On est d'attaque, et le jour où tu reprends des antibiotiques, elle est là. Ça fait pas grand-chose. Ça fait pas grand-chose, bah, elle est tolérante, quoi, en fait. Enfin, c'est assez compliqué d'arrêter. D'ailleurs, il y a des personnes, j'ai déjà eu des messages de personnes qui me disaient... Moi, j'ai fait 9 mois, je voyais pas la différence, donc j'ai arrêté. 9 mois, malheureusement, de traitement, c'est très peu. Et le truc, c'est que, oui, on voit pas la différence, parce que, en fait, le traitement nous rend plus malades. Parce que déjà, avoir autant d'antibiotiques, ça défonce le corps. Donc forcément, moi, j'ai des problèmes de digestion à cause de l'antibiotique, qui est vraiment de ouf, et plein d'autres problèmes, mais notamment ceux-là. Il y a la réaction de Hertz, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la réaction de Hertz, c'est quand t'es encore plus malade. Parce que la maladie rejette les toxines. Donc il y a tout un truc où les gens ils me disent non, je me sentais pas mieux, ou à l'inverse, des gens qui sont pas forcément malades qui me disent alors tu te sens mieux depuis que t'as ton traitement ? Non, tant qu'il sera pas terminé, je ne pourrai pas me sentir mieux parce que je peux me sentir pareil ou pire, mais pas mieux pour l'instant. Parce que le traitement il est trop fort, il est trop lourd, il est trop compliqué. Et là, t'as combien de temps du traitement ? Là, je suis à 2 ans et 4 mois. Ok. Donc, je reste dans la moyenne. En gros, là, à partir du moment où je pars de la clinique, le protocole, c'est... Je prends mes antibiotiques. J'en ai 3, donc j'en ai un à prendre tous les jours, un à prendre 3 fois par semaine, un à prendre 2 fois par jour. Ok. Et l'idée, c'est de faire tous les mois un ECG, tous les mois une prise de sang, et tous les 2 mois, la grosse prise de sang à envoyer au labo allemand. Parce que les petites prises de sang de contrôle, je peux les faire dans mon labo autour de chez moi, il n'y a pas de problème. Mais la grosse prise de sang qui est l'Hélispot, c'est chez eux. C'est chez eux, alors que c'est pas la clinique, mais c'est un laboratoire allemand. Et du coup, tous les 2 mois, on fait un test là-bas pour voir l'évolution de la bactérie. Donc moi, ça a très bien fonctionné. Au bout de 4 mois, j'étais à 0 de bactéries. Donc c'est un chiffre qui va entre 0 et 7 en gros. Et il y a 6 valeurs, enfin ça c'est compliqué, mais voilà. En 4 mois, j'étais à 0.
Donc pour moi, tout se passait pour le mieux du monde et j'étais très mal. En vrai, j'ai été longtemps alitée. Bon, pendant 4 mois, je suis restée chez mes parents, je pouvais rien faire. J'avais du mal à suivre une conversation. On peut pas dire que c'était au top. Mais il y a des gens qui sont comme moi, dans un état horrible, et en plus, ça marche pas, quoi. Donc j'étais quand même contente. Et finalement, je fais le test tous les 2 mois, donc je me retrouve à être en mars. Il y a un check-up vraiment complet qui est super rassurant. Carrément. Parce que t'es contrôlé tous les mois, quoi. En plus, tu peux avoir rendez-vous avec elle quand tu veux. S'il y a le moindre problème, elle est au courant, quoi. Tu peux envoyer un mail, ils sont assez réactifs et tout. D'ailleurs, j'ai envie de dire pour le prix que tu payes. Oui, bon, en vrai, normal. En vrai, c'est la moindre des choses, en vrai. Bon, le seul inconvénient, évidemment, c'est la barrière de la langue. Mais encore, ça l'est plus ou moins, parce que déjà, il y a une des secrétaires qui parle français. Et en plus, ils connaissent des traducteurs. Okay, donc moi, par exemple, pour les gros rendez-vous, j'ai des traducteurs. Ah, trop stylé. Sinon, ils parlent allemand et anglais. Okay. Tous. Quand là-bas, j'avais pas un traducteur tous les jours quand j'étais hospitalisée. Quand elle me disait le matin, en fait, quand t'es hospitalisée, tous les matins, elle vient te voir. Et elle te demande comment tu te sens, ce qui va pas et tout. Et là, moi, je parle très mal anglais, mais j'arrivais à me débrouiller. Par exemple, je sais pas, moi je disais j'ai des acouphènes, enfin j'ai tout mimé et tout. Oui. Elle m'a fait ah, tinnitus. Et j'étais là ouais, tinnitus. Puis tu te débrouilles avec Google et tout machin, ça va quand même. Et pour les gros rendez-vous qui sont plus complexes, là tu prends un traducteur. Donc, bon, c'est encore un coût. Moi j'ai de la chance d'avoir une amie allemande qui m'aide beaucoup et qui fait la plupart de mes rendez-vous de traduction. Et merci à elle vraiment parce que elle gère de ouf en plus, elle gère de ouf. Et en gros, donc moi au bout de 4 mois ça allait nickel. Enfin non, physiquement j'étais au bout de ma life. Mais au niveau des résultats. Oui, c'était très bien. C'était très bien et elle m'a dit je pense qu'on va en avoir pour moins d'1 an quoi. Et en fait j'ai eu le Covid. Oh merde. Et là ça a flambé. Tous les efforts faits. Donc là ouais on était en 2022. Et j'étais une des rescapées du Covid qu'il avait jamais eu au bout de 2 ans. Il en restait plus beaucoup à ce moment-là. Et moi, je l'ai attrapé après tout le monde, pareil. Ah ouais? Genre vraiment, on parlait même plus de Covid, paf, je l'ai attrapé. En 2024, je l'ai attrapé. Non mais ça m'a saoulée, quoi. J'étais en mode, mais c'est pas censé arriver ce truc-là, en fait. Ça n'est plus censé exister, même. Horrible, pas vrai. Ouais, non, moi, c'est vrai, en plus, c'était même pas une période où il y avait beaucoup de gens qui avaient le Covid. En plus, je sais pas comment je l'ai attrapé parce que je ne sortais pas de chez moi. Ah ouais. Personne l'avait eu dans ma famille. Ou alors, ta boulangère, sûrement. Même pas, j'allais... Non, mais en fait, vraiment, je pouvais pas marcher plus de 5 minutes. J'étais vraiment alitée et tout. C'était assez compliqué. Du coup, c'est sûrement une personne de ma famille qui a été asymptomatique, j'imagine. Je pense. Mais même eux, ils sortaient pas plus que ça. Enfin, mais il y a des gens, ils ressentent rien du tout. Mais oui, mais voilà, c'était assez mystérieux. Et donc après ça a flambé. 2 mois plus tard, je refais des tests, mais... C'était le pic, genre. Ouais. Ah merde, t'étais à 8. C'était 7, ouais, je crois. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'étais très haut et sur beaucoup de valeurs. Ma médecin qui me fait... Et elle m'a dit, soit c'est le Covid, très probable. Et elle m'a dit, mais là, on dirait presque en fait que t'as été recontaminée en fait. Parce que t'es pas immunisée hein, quand t'es... C'est pas parce que tu te fais contaminer une fois que tu te fais plus jamais contaminer. Elle m'a dit, ça se trouve, tu t'es refait contaminer quoi. C'est ouf. Je dis non, je me suis pas fait mordre par un tic. Et elle me dit, oui, mais en fait, les araignées, les moustiques, ils peuvent donner aussi. Ah bah on n'est pas sortis. En fait, on va s'enfermer dans une boîte et on vivra plus quoi. Les bulles en plastique là. Ah, laisse tomber. Et du coup, elle m'a dit, ouais, c'est très bizarre, mais bon, on va continuer, quoi. Et finalement, 6 mois plus tard, ça peinait à redescendre. J'étais un petit peu mieux, j'ai pu recommencer à travailler un petit peu. Bon, j'étais vite fatiguée, puis moi, j'étais régisseuse, pas forcément que générale, mais j'étais régisseuse. Le métier hyper physique, qui déjà, les personnes qui n'ont pas de problème de santé ont envie de mourir après un tournage. Tellement, je te jure. Donc ceux qui ont du mal en plus, laisse tomber, ouais. Quoi. Donc j'avoue que j'ai fait bon, on va calmer le jeu. Je me suis dirigée plus vers la prod pour pouvoir être derrière un bureau et plus être tranquille. Et du coup là, après il y a moins de trucs à raconter. C'est resté toujours pareil. Ça descendait petit à petit, ça allait pas mieux. J'ai un peu des hauts, des bas par phase de 3 mois où vraiment des fois je suis au fond de mon lit et personne me voit pendant 3 mois.
Des fois, ça va un peu mieux, mais le max que ça va bien, c'est pas non plus la folie, quoi. Ouais. Quand je vais bien, c'est que je peux sortir 1 ou 2 fois par semaine, quoi. Ouais, voilà. Maximum, et je rentre à minuit, quoi. Ouais. c'est pas des grosses sorties, genre... Mm. Ça va pas être des sorties rando, ou... Voilà, c'est des trucs un peu tranquilles. Genre là, pour l'instant, là, ça va, tu vois, t'es dans ta période où ça passe. Ouais, à là, peu je suis dans près. une période qui va quand même bien. Ouais, ça va bien. Et en plus, fin 2022, en décembre 2022, j'ai eu une grippe qui a duré 3 semaines. Allez, un bonheur. Alors déjà, j'ai eu peur que ça reflambe Oui, encore oui. une fois. J'ai fait waouh. Et j'ai vraiment eu 3 semaines de grippe. Mm. Et en fait, j'avais jamais eu de grippe de ma vie en plus. C'est vrai? Non, c'était la Ah première là là, fois. mais c'est l'enfer, la grippe. J'étais là, waouh. C'était horrible. Ah ouais, ça te met un coup de massue, hein. Mm. Genre vraiment, je sais pas si ça te l'a fait, mais t'as des sueurs froides, Ouais. tu trembles, Ouais. t'as des courbatures, Ouais. tu crois que tu vas crever, genre. Exactement. C'était C'est horrible. parfaite définition, genre. C'était Plus la horrible. fièvre. Oh, ouais. Mama Seigneur. Ah oui, non, en vrai, c'était horrible. Puis la toux, le nez bouché, Ouais, la ah toux. bah oui, t'as eu la totale, là, du coup. La toux. T'as eu le package Ouais, c'est ça. complet. Oh, et la toux, mais c'est vraiment... Ah ouais, au non. bout d'un moment, t'as des courbatures de toux, là, c'est Mais oui. horrible. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, physiquement. Je l'ai eu en décembre, tout le mois de janvier, j'étais capouche. Février, mars, même en fait, jusqu'en mars, j'ai galéré, genre. Et après, ça allait un peu mieux, puis après, voilà, puis j'ai eu vraiment des hauts des bas. Surtout que, en fait, j'ai changé pas mal de fois d'antibiotiques. Pas toujours les 3 en même temps, mais juste, ah bah il y en a un, par exemple, le premier que j'ai arrêté, c'était au bout de 7 mois. Je faisais que de le vomir. Je le prenais, je le vomissais. Bon bah ça marche pas, on change. Ensuite, celui qui fait des problèmes de cœur, moi je l'ai eu pendant 1 an et demi. Il y a très peu de gens c'est l'azithromycine. Très peu de gens le gardent aussi longtemps parce qu'il fait vite des problèmes de cœur. Moi j'ai eu de la chance de pouvoir le garder longtemps, mais à un moment donné, en fait ça fait des risques de crise cardiaque. Et du coup, je me souviens la dernière fois que je l'ai pris et après, j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. C'était horrible ce qui se passait et tout. Et je l'ai même arrêté de moi-même avant d'avoir rendez-vous. Enfin, j'avais rendez-vous 3 jours après, mais je suis désolée, j'ai arrêté. Elle m'a dit, t'as bien fait, parce que c'est pas bon. Ouais, tant mieux. Et en fait, en juin 2023, j'ai changé. J'ai encore changé. Et là, j'en ai eu un. Oh, il m'a démonté aussi. Au niveau de la digestion, mais c'était catastrophique. Ouais, l'enfer, quoi. Je pouvais plus rien manger, enfin c'était T'étais hyper scotché dur, aux donc là toilettes et tout. je me suis ah ouais, mais ouais, à un moment donné je me suis dit mais je peux même plus aller travailler, quoi. Je dois rester sur des chiottes, Faut quoi. que je reste sur des toilettes. Putain. C'est horrible. Et du coup pareil, 2-3 mois de galère et tout. Après ça allait mieux, et là, première fois, septembre 2023, elle me propose qu'on enlève un antibiotique sur les 3. Ok. Je fais trop cool, parce que ça faisait 6 mois. Donc c'était le 3e test qui était à 0. Parce que c'est un peu comme quand t'as une angine et qu'on te prescrit des antibiotiques. Au bout de 2 jours ça va mieux, mais on te dit surtout n'arrête pas, il faut vraiment que ça soit mort jusqu'au bout, quoi. C'est pas parce que t'as plus de symptômes que c'est mort. Donc elle voulait être sûre. Le premier mois, elle était contente. C'est comme je disais au tout début, au bout de 4 mois j'étais à 0. Si j'avais arrêté à ce moment-là, j'aurais rechuté, quoi. Oui, c'est ça. Donc elle a très bien fait son travail, elle fait très attention. Et elle m'a dit, le premier mois, on continue. Le deuxième mois, elle m'a dit, la prochaine fois c'est encore à 0, on diminue. Ça a été le cas. On a diminué, et 2 mois après, donc en novembre, ça a un peu remonté. Du coup, elle m'a dit, putain, ça c'est le fait... Enfin, putain, elle a pas dit putain, mais... elle a dit... On imagine bien comment elle était. Ouais, en plus, elle parle allemand, donc elle a vraiment pas dit putain. T'imagines putain en allemand, ouais, c'est ça de de ouf. dingue. Je sais même pas comment... Je sais même pas. Putain. Ouais, j'en sais rien. Scheiße, peut-être. Un truc comme ça, j'en sais rien comment on dit. Mais voilà, et en fait, elle m'a dit c'est sûrement ça. Par contre, elle m'a dit je ne vais pas te remettre d'antibiotiques, on va essayer de le faire par la phyto, pour essayer de diminuer un peu tout ça. Et en fait, 2 mois après, donc là c'était il y a pas si longtemps, en janvier, la dernière fois, c'était revenu bas, donc elle m'a enlevé un antibiotique. Donc là, j'en ai plus que un depuis la semaine dernière. J'ai plus que un antibiotique, beaucoup de phyto encore. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi, personnellement, la phyto, c'est ce qui me rend le plus malade par rapport aux antibiotiques. Oh Donc j'ai merde. très hâte de les arrêter aussi. Ok. Mais c'est comme ça.
Mais du coup, là, je suis quand même sur la bonne voie. Je suis plutôt sur la fin. Et l'idée, c'est que si la prochaine fois, c'est encore bon, normalement, là, ça devrait être ok, quoi. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place en particulier pour t'aider à bien gérer ta maladie en Changer de métier. Changer de métier, ouais. Première chose. Je pouvais plus faire de la régie, c'était pas possible. Je me suis mis en freelance pour pouvoir faire beaucoup moins d'heures de travail et surtout pour gérer mon emploi du temps. Et je me disais, en fait, je peux pas travailler. Si je travaille 3 jours d'affilée, il me faut une semaine, 10 jours de repos. Donc j'ai beaucoup basculé là-dessus. J'ai essayé d'aller moins sur le terrain, beaucoup à la maison. J'ai essayé de trouver des gens qui étaient plus ok pour du télétravail, parce que juste aller dans le métro, ça me fatigue énormément, ça peut me prendre beaucoup de temps à m'en remettre. Donc j'ai mis ça en place. Sinon, je fais de la médecine complémentaire pour essayer de pallier. Parce qu'en fait, la médecine complémentaire, j'en faisais pas trop avant d'être diagnostiquée, parce que je trouvais que c'était un peu... alors ça soulageait, mais je me disais un peu... Mais ça cache la merde au chat, quoi. Enfin, c'est pour être vulgaire. C'est éphémère, genre. Puis, au-delà d'être éphémère, tu guéris pas, quoi. Aujourd'hui, maintenant que je sais que ce que j'ai et que je suis en train d'être guérie, ben, je me dis autant être soulagée de certaines douleurs. Ce qui marche très bien chez moi, c'est l'acupuncture, la microkiné et l'hypnose. Des trucs extrêmement chers, donc tu peux pas non plus en faire tout le temps. Mais j'essaye de temps en temps. Microkiné, j'y vais tous les 4 mois à peu près. Hypnotiseur, enfin ça dépend, mais voilà, ça dépend. J'ai énormément coupé ma vie sociale et j'ai arrêté de voyager. Donc vie sociale, moi avant, je sortais tous les soirs, pas forcément boire des coups dans des bars, mais je suis très concert, spectacle, théâtre, stand-up. De ouf. C'est elle qui m'a envoyé, qui m'a emmenée dans mon premier spectacle de stand-up. Ouais. J'avais trop kiffé. Ouais, à Paris, c'était trop bien, c'était une trop bonne soirée. Et du coup, bah tout ça, franchement, là, j'en fais presque plus. Genre, je reste beaucoup chez moi. J'avais jamais vu mon appartement aussi longtemps. C'était jamais arrivé. Moi, je voyageais beaucoup, pas forcément à l'autre bout du monde, mais je partais souvent dans des villes... T'as plein de connaissances un peu partout, en plus. Ouais, en plus, ouais. Donc, j'avais l'occasion d'aller chez des copains à Lyon, d'aller... mes parents sont à Annecy. J'avais l'occasion d'aller en Belgique. Enfin, voilà, j'ai un peu... Montréal aussi, pas mal, mais bon, voilà, c'est des trucs comme ça. Tu retourneras à Montréal. Oui, je sais que ça te manque de ouf. Retournerai. Chaque fois que tu m'en parles, t'as les étoiles dans les yeux. Non, mais c'est clair, mais j'y retournerai. Mais voilà, tout ça, c'est des trucs que je peux plus faire. Je peux plus être tous les week-ends ailleurs et tout ça. Faut réapprendre, mais voilà, faut réapprendre à être simple, à faire les trucs. À gérer avoir une vie ultra saine, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et évidemment, moi, le premier conseil que je donne aux personnes qui me demandent comment gérer la maladie, peu importe d'ailleurs quelle maladie, mais notamment la maladie de Lyme, c'est un rééquilibrage alimentaire. Et vraiment faire attention à ce qu'on mange et pas forcément dire je mange des légumes, des protéines et des féculents. Ça oui, ça c'est la base. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi certaines maladies amènent des intolérances. Il faut vraiment être à l'écoute de ça. D'accord. Par exemple, la maladie de Lyme, la borréliose tolère très peu le lactose, le sucre, le gluten. Et c'est c'est les premiers trucs à arrêter, à diminuer, parce qu'en fait, ça ira forcément pas mieux. Et pareil, ça reste une maladie inflammatoire. Donc, tous les régimes anti-inflammatoires, c'est top. Enfin voilà, mais il faut vraiment faire attention. Après, au niveau alimentaire, j'ai pas fait énormément d'efforts parce que je fume pas, je bois pas et je bois pas de café. Donc ça, c'est des trucs à arrêter, mais direct. Genre illico. Donc ça n'a pas été très difficile. Pareil, la viande rouge, c'est un gros truc inflammatoire. Bah, ça n'a pas été difficile, j'en mangeais déjà pas, je mange très peu de viande. Donc niveau vraiment nourriture, moi ça va, j'étais déjà... T'as fait déjà une vie assez saine, hein, bah oui, parce qu'en fait, depuis longtemps, j'écoute mon corps, même si j'étais pas diagnostiquée, en fait. J'ai pas le choix, parce que... On m'a toujours dit que j'étais pas malade, mais moi je me sentais pas en forme, quoi. Oui. Donc moi j'ai pas eu des gros problématiques par rapport à ça, pour changer de vie alimentaire. C'est plus de vie sociale qui a été difficile, et professionnellement aussi. Et tes proches t'ont beaucoup aidé à te combattre la maladie à tes côtés, quand même. Est-ce qu'ils ont été d'un bon soutien pour toi ou pas? Les personnes qui m'ont le plus soutenue, c'est mes parents, ma grand-mère, et mon frère, ma sœur aussi quand même, et plus récemment mon copain. C'est vraiment les personnes
Et certains, quelques amis, mais vraiment, c'est vraiment la famille pour moi a été très très présent. Pendant longtemps, je suis retournée chez mes parents, à un moment où j'étais pas trop capable. En fait, à un moment donné, j'étais même pas capable de prendre une douche correctement. Genre en fait. des trucs basiques, même des trucs basiques pour aller aux toilettes, ça paraît simple, C'était très compliqué tout ça, compliqué. Et en fait, bah tu vois, ma maman, elle m'a accompagnée, elle a arrêté de travailler pour ça. J'ai vécu chez eux, je sais plus, pendant 6 mois d'affilée, enfin voilà, des trucs un peu comme ça, puis financièrement, et puis... Voilà, puis ma grand-mère a été très présente aussi. Donc tout ça, beaucoup, tu sais, au téléphone, même si t'es pas avec, voilà. Ouais, c'est... Ouais, pour le coup, ma famille était très là. Et voilà, pour les amis, c'est toujours un peu plus compliqué parce que, bah, tu vois pas forcément... En plus, il y a eu un autre truc, c'est que moi, j'ai commencé plus ou moins pendant les couvre-feux, pendant les confinements, pendant tout ça. Et du coup, il y a un truc qui s'est fait aussi, c'est que c'était normal pour tout le monde qu'on se voit moins. Oui, je pense qu'après le Covid, on a plus savouré le fait de pas trouver ça important de sortir tout le temps. Et justement, d'apprécier les moments un petit peu plus solo, on est tranquille chez nous et pas sortir tout le temps avec les potes, quoi, tous les week-ends. Ouais, et en plus, je voyais moins mes amis, mais c'était assez logique parce que c'était le cas pour tout le monde. Pas que parce qu'on appréciait, mais parce qu'il y avait un couvre-feu, en fait. Ouais, voilà, genre, il n'y a pas le choix, en fait. Ouais, il n'y a pas le choix, donc c'était très peu visible. Et le fait que ma vie sociale a été énormément coupée ne s'est pas vraiment vu. Étant donné que... c'était le Covid à ce moment-là. C'était le cas de tout le monde. Personne n'avait le droit de sortir. Et puis c'est toujours compliqué aussi. Chacun a plus ses problématiques. Donc chacun ses trucs. Mais à un moment, il y a un truc qui m'a pas mal aidée parce que, en gros, quand vraiment t'es chez tes parents, moi j'ai fêté mes 25 ans à l'hôpital. À la clinique. Ça fait vraiment bizarre. T'es chez tes parents, tu peux plus travailler, tu subviens plus à tes besoins même financiers. T'es là, mais waouh, le poids pour tout le monde là. Même toi, tu dois avoir l'impression de déranger. Bah, déranger et aussi de... Ou pas d'abuser parce que c'est pas le bon terme, mais genre de dire merde, genre je fais chier tout le monde, ou puis c'est ça un peu, puis un petit côté aussi mais je sers à quoi là, genre c'est trop, mais même pour la société, pour enfin là je sers à rien, et du coup il y a un truc qui m'a pas mal aidé, c'est j'ai commencé un petit peu des vidéos sur TikTok, mais assez simples. Et en fait, il y en a notamment une qui a pas mal marché et j'ai commencé à parler à pas mal de gens et en fait, ça m'a fait grave du bien de partager tout ça, pas que parce que je me sentais écoutée, rien à voir, mais parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui vivaient la même chose que moi et que je pouvais les aider. Et je me suis dit, ok, je suis pas 100% inutile. Ça va peut-être pas toucher 1 milliard de personnes, mais si je peux aider 1 ou 2 personnes, déjà, ce serait énorme parce que c'est très dur à vivre et c'est quelque chose... Enfin, c'est une aventure. Le mot aventure est très positif, donc je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est une chose que tu vis, que tu ne souhaites même pas à ton pire ennemi, genre. C'est très dur, tu fais une pause dans ta vie qui est plus que dans ta vie, parce qu'en soi, je suis traitée maintenant depuis presque 3 ans, 2 ans et demi, mais en fait, je suis malade depuis que j'ai 12 ans, quoi. Donc c'est compliqué. Et du coup, là, tu te dis, putain, si je peux au moins aider des personnes parce que par exemple, l'errance médicale, la maladie de Lyme, la moyenne, c'est 10 ans. Oui, tu m'en parlais, tu disais que c'était énorme. Ah, mais c'est énorme. L'endométriose, c'est pareil, c'est 7 ans, un truc comme ça. C'est déjà énorme, 7 ans, mais 10, voilà, bref. Si je peux faire gagner 3, 4, 5 ans à des personnes, c'est trop bien. Tu fais de bon cœur, quoi. Ah bah vraiment. Oui, avec plaisir. Je vous mettrai d'ailleurs le TikTok de Morgane si ça vous intéresse en description. Et avec plaisir. Et j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Des fois, il y a vraiment du monde. Et en plus, j'aime bien prendre du temps avec les personnes s'ils ont beaucoup de questions et tout. Donc des fois, j'ai du mal à répondre à tout le monde. Oui, t'as vraiment beaucoup de monde qui s'intéresse. Franchement, le ratio entre les gens qui me parlent et les gens qui sont abonnés, parce que j'ai pas tant d'abonnés que ça, est assez dingue. Mais si ça peut aider, moi, ça me va très bien. Et du coup, TikTok, je me suis dit, mais en fait, ça me permet de retrouver une place. Et de pas te sentir seule aussi, je pense. De te dire que t'es pas toute seule face à cette maladie. Il y en a beaucoup qui combattent aussi. Ouais. Bah alors ça me réconforte pas trop, je t'avoue. Okay. C'est au contraire un truc qui me déprime.
parce que j'aurais préféré être la seule à vivre ça. Et plus on m'envoie des messages, et plus je me rends compte qu'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi, plus ça me révolte. Oui, parce que personne au final n'est capable de soigner cette maladie ou de bien orienter les patients. Et tu vois... Alors qu'il y a beaucoup de malades. Mais c'est ça, et c'est ça qui m'énerve le plus, c'est que je suis là, si j'étais la seule, et que j'étais pas pris en charge, pas pris au sérieux et tout, je me dis, en même temps, il y a tellement de gens en France, sur la Terre, on peut pas être au cas par cas tout le temps, il y a des gens qui sont un peu délaissés. Mais là, je suis pas toute seule. Et je suis largement pas toute seule. Et du coup, ça m'énerve encore plus de me dire, pourquoi on laisse autant de gens sur le côté ? Ouais, de ouf. Pourquoi autant de personnes sont maltraitées ? Parce que là, en plus, enfin... Oui, on peut clairement parler de maltraitance. Oui, mais surtout que... je suis désolée, mais certains médecins, c'est pas parler d'eux, c'est de la... Il y a beaucoup de médecins. De mon expérience, après, j'ai pas vu tous les médecins de France, donc je peux même pas faire de statistiques et tout. Enfin, c'est mon expérience. J'ai vu une centaine de médecins. Je pense que sur les 100 médecins, il y a que 5 personnes que je peux dire qui ont été correctes. La plupart, c'est pas d'écoute, de la maltraitance et de la vraie maltraitance. Moi, ça m'est déjà arrivé que on me prescrive un médicament qui m'a rendu hyper malade et on m'avait dit ne l'arrête pas tout seul. Et que quand j'ai voulu l'arrêter, j'ai pas voulu le faire tout seul. Et donc du coup, j'ai essayé d'avoir le médecin, de l'appeler, de le voir et tout, d'envoyer des mails. J'ai jamais eu de réponse, genre. Introuvable. Et pas trouvable, mais pas disponible en tout cas. Et des choses comme ça, où le médecin qui a refusé de te reprendre. De me reprendre, ou même de m'orienter ailleurs. Plein de trucs comme ça, où après il y a toutes les histoires de consentement, quand on te fait des touchés, des machins, enfin, c'est des trucs... C'est vrai qu'il y a certains médecins, franchement, ils sont vraiment très violents dans la manière dont ils s'expriment. Le jugement, de toute façon, on sait maintenant, il y a beaucoup de sexisme, il y a beaucoup de racisme dans le corps médical. Ouais. Ça, c'est des stats qu'on peut facilement trouver sur Internet, que les femmes, et notamment les femmes racisées, sont beaucoup moins bien soignées, et qu'il y a beaucoup plus de chances d'être moins bien pris en charge par les médecins. C'est connu. Il n'y a pas grand chose qui est fait, il y a quand même des trucs qui sont faits, des endroits où tu sais que tu vas être un peu plus safe et tout ça. Mais ouais, puis aussi pareil, beaucoup de manipulation. Moi je trouve ça ouf que on te manipule. T'avais pas fait un TikTok comme quoi il y avait un gars qui t'avait demandé d'enlever ton pantalon et pour le même examen, t'étais passé avec une femme et elle t'avait pas dit d'enlever le pantalon. Et en fait c'est pire que ça, donc c'était le t-shirt. Ah, le t-shirt. Et bien sûr, c'est pour les ECG, donc c'est t-shirt et soutien-gorge. En fait, j'ai eu 6 cardiologues différents parce que j'ai galéré à trouver quelqu'un qui voulait bien me faire ça régulièrement. Et en fait, j'ai eu 3 hommes. Les 3 femmes me demandaient de soulever le t-shirt pour placer et ensuite me disaient tu peux reposer le t-shirt par-dessus les électrodes, on fait le truc, après tu devras ressoulever, les enlever et rebaisser. Là où les médecins m'ont dit enlève ton t-shirt. Et t'es là, alors évidemment, sous ce TikTok, j'ai eu plein de messages en mode mais les médecins, ils en ont rien à foutre, ils regardent pas tes seins et tout. Je suis désolée, ça dépend. Déjà, à la limite, ça dépend, mais c'est même pas ça le problème, c'est qu'en fait, même s'ils regardent pas, ils pensent même pas à ta dignité, à comment tu peux te sentir, tu vois. Déjà, quand tu vas chez le médecin, t'es pas bien. T'es pas bien. T'es pas heureux d'être là. Non, personne n'est content de demander de l'aide. Voilà, personne aime ça, tu vois. Et en plus, on te respecte pas du tout, en fait. Et du coup, même si c'est pas un pervers qui te relook, c'est pas quelqu'un qui prend en considération tes problématiques. Et c'est... Ouais, c'est... des trucs comme ça, c'est pas du tout agréable. Et après, je te parle même pas des examens qu'on t'explique même pas ce que c'est. Et tu te retrouves... avec je sais pas quoi, je sais pas où, et que c'est pas du tout agréable, et qu'on t'a pas dit que ça allait être douloureux, qu'on t'a pas dit qu'on allait te faire ça, qu'on t'a pas expliqué à quoi ça servait. Et il y a plein de gestes, et notamment chez les gynécologues, qui sont pas du tout obligatoires de faire, et qu'on te fait systématiquement. Il y a plein de manières de faire moins mal mais les médecins, ils trouvent... Enfin, c'est plus pénible pour eux à faire, donc ils prennent pas le temps. Oui, c'est ça. Ça existe, et malheureusement, c'est hyper triste, quoi. Parce que... l'humain est tout aussi important que de soigner la maladie, quoi. Mais en même temps, quand tu vois comment les médecins ils ont leur diplôme et que c'est que de la concurrence et que ils sont conditionnés à être des robots et de tout apprendre par cœur et que tu peux te dire ça peut que finir comme ça.
Enfin... Ah non, mais on critique là, mais on se met tout à fait à la place des médecins, comme quoi c'est vraiment leur robe. Rien que de passer leur concours, c'est le parcours du combattant, quoi. Ouais. C'est un délire. Non, mais oui. Il y a tellement il est très mal fait, puis... il est très très mal fait ce concours, parce que regarde, tu vois, t'as un concours, je vais grossir les chiffres, enfin peu importe, pour juste qu'on se rende compte, mais imagine, t'as 500 personnes qui sont prises, peu importe. Une année, t'as 500 personnes qui sont prises, mais t'en as que 200 qui sont vraiment capables d'être reçues. Mais ils prennent 500 personnes, donc il y a 300 personnes qui sont là parce que cette année, il n'y avait pas trop de concurrence. Et une autre année, imagine, il y a 1000 personnes qui sont capables d'être médecins. Mais ils en prennent que 500. Ouais, c'est horrible. Bah, c'est complètement débile. Et en plus, ce concours fait que les médecins travaillent chacun pour leur gueule. Et qu'il n'y a pas de dialogue, de conversation, de discussion. De solidarité entre eux. Voilà. Et ça se ressent après plus tard. Et du coup, il y a... C'est ouf. Il y a quelque chose chez les médecins, il y a une sorte d'ego. Ouais. Même de hiérarchie. Et de hiérarchie qui est assez compliquée. Et des fois, t'as l'impression qu'ils ne travaillent pas ensemble, quoi. Parce qu'ils n'ont jamais appris, et c'est pas de leur faute. Mais à un moment... Enfin, ça, je trouve que c'est tout à repenser. Et après, j'ai jamais été médecin, donc jamais été de ce côté-là. De la barrière, quoi. Je me rends pas compte de ce que c'est. J'aimerais beaucoup interviewer un médecin, moi, pour le podcast, pour justement qu'il nous explique ça. Ouais, parce que ça peut être très intéressant, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut ne pas voir. Ah, mais c'est sûr. Moi, j'aimerais faire... j'ai un projet, là, d'interview de personnes... oui, c'est vrai. Ouais, tu en avais parlé. De personnes malades ou qui côtoient le milieu médical, que ça soit des personnes diagnostiquées, non diagnostiquées, des personnes du corps médical, et souvent les personnes les plus oubliées, les personnes aidantes. Les personnes aidantes qui sont jamais mentionnées, alors que c'est très dur aussi d'être une personne aidante. Et ça, j'aimerais bien le faire. Bon, pareil, quand t'es malade, avoir des projets, c'est cool. Les réaliser, c'est une autre paire de manches. Mais ouais, voilà. Je trouve que au début, le projet, c'était juste d'interviewer des gens qui étaient malades ou des personnes aidantes. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir qu'un seul côté, mais d'avoir des personnes qui me disent oui, effectivement, ça c'est pas bien, mais on n'a pas le choix à cause d'eux ou de machin. Parce qu'en fait, moi j'incrimine personne personnellement, même si il y en a que si, mais c'est pas tout le cas. Et là, on parle très généralement des médecins. Et moi, j'ai une très mauvaise opinion des médecins de manière générale, évidemment. Mais ça veut pas dire que c'est tous des connards. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et il y en a même qui sont tellement contraints aussi. C'est vrai que, par exemple, un médecin qui te prend pas bien en charge alors que t'es dans le secteur privé, que tu payes je sais pas combien, qui a des moyens et tout, ça fait plus chier qu'ils te prennent pas très bien en charge que quelqu'un qui est à l'hôpital public aux urgences qui doit en pleine heure de pointe et voilà. En même temps. Là, il y a moyen d'être beaucoup plus... là, je comprends que le personnel est débordé et que c'est très compliqué. Et moi, c'est plus envers les médecins qui sont très bien rémunérés, qui n'ont pas à chialer sur les conditions, que j'ai le plus la haine, parce que c'est les personnes vers qui tu vas te retourner le plus quand t'as la possibilité et que tu te dis là j'ai besoin de quelqu'un qui va prendre le temps et qui le fait même pas et qui te pompe 300 balles au final. Qui te manque de respect, qui t'oblige à faire des choses que t'aimes pas. Voilà. Abusé. Et ça c'est hyper énervant. Par contre, jamais je critiquerais le corps médical des urgences, des infirmiers qui galèrent. Ça c'est très dur. C'est très dur. Là il y a rien à dire sur ça. Et bah faut quand même respecter les gens, même si t'es en galère dans ton métier, c'est pas... Mais c'est plus compréhensible, on va dire. Est-ce que t'aurais une dernière chose à dire pour des personnes qui nous écoutent à propos de la maladie de Lyme ? Pour clôturer un peu cet épisode. Pas de la maladie de Lyme, mais... Ou en général, ce que t'as envie. Mais non, pour parler de la maladie de manière générale, je sais qu'il y a un autre truc qui peut un peu faire peur aux gens, et j'en fais partie, c'est la guérison. La guérison, c'est ce que t'attends tout le temps quand t'es malade, et surtout quand t'es malade depuis très longtemps. Et en même temps, quand t'as fait ta vie par rapport à la maladie, surtout, moi perso, j'avais 12 ans, quoi. Donc j'ai grandi avec, je me suis adaptée avec. Là, je fais un traitement, mais en fait, j'ai très peu de souvenirs sans. Et le truc, c'est que... Alors, c'était moins le cas quand j'étais pas diagnostiquée, parce que ça pouvait pas être une excuse, mais depuis que je suis diagnostiquée... Alors, c'est pas une excuse, parce que ça reste vrai,
Mais il y a un truc, c'est que là, si j'ai des échecs ou des choses que je réussis pas, je me dis c'est à cause de la maladie. Alors c'est pas une excuse parce que c'est vrai, il y a plein de trucs, c'est à cause de la maladie. Mais je me dis, si là, dans les années à venir, je suis guérie complètement et que j'ai des échecs ou qu'il y a des choses que je réussis pas ou que plein de choses que ça fait longtemps que j'ai envie de faire mais que je fais pas parce que je peux pas à cause de la maladie, je vais me dire mais là je n'ai plus d'excuses et ça fait très peur. Et du coup c'est un côté où c'est un truc qu'on parle très peu de la peur de la guérison et alors que ça touche énormément de gens. Et voilà, je voulais juste parler de ça parce que ça existe aussi, quoi. Je pensais même pas, tu vois, qu'on pouvait en avoir peur. Bah oui, parce qu'en fait, t'as été malade et traitée comme une malade. Enfin, en plus, c'est même pas vrai. Moi, pendant 10 ans, j'ai pas du tout été traitée comme une malade parce que tout le monde dit que j'étais pas malade. Mais il y a un truc, voilà, pareil, tout ce qui est... moi, j'ai beaucoup d'allergies alimentaires qui sont en fait des intolérances à cause de la maladie. Que ça soit l'hélicobactère ou la maladie de Lyme, pareil, les allergies aux alliums, c'est la maladie de Lyme, parce que l'ail c'est un antibiotique naturel, donc ça fait réagir, c'est un peu ça l'idée, tu vois. Donc c'est des trucs où si un jour je peux remanger normal, c'est trop bien, vraiment. Ouais. Mais c'est un truc, tu te dis, mais j'ai pas l'habitude, et pareil, moi je me dis tout le temps, quand je serai guérie, je referai un max de sport, mais si j'en refais pas, je vais me dire... en fait, tout le temps, je me disais que je faisais pas de sport, pas parce que j'étais flemmarde, mais parce que j'étais malade. Et là, si j'en fais pas après, ça va être parce que je suis flemmarde. Enfin, tu vois, là, par contre, c'est vraiment la flemme. C'est un peu compliqué, ouais. Faut reprendre des nouvelles habitudes, c'est une nouvelle routine de vie. Hein. Et j'ai peur d'avoir des séquelles ou des douleurs fantômes aussi. Ok. Voilà, et qui pourraient te faire croire que aussi la maladie revient, ouais. Ou qu'elle est juste endormie. J'ai peur d'être là-dedans aussi parce que... Ah oui, ça c'est un truc important que j'ai pas dit. La maladie de Lyme se guérit pas vraiment. Elle s'endort. En gros, c'est comme si t'avais des bactéries dans le corps, on en a plein. Et qu'on ait des bactéries, c'est pas grave. Qu'on ait la maladie de Lyme, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que le taux de bactéries soit en dessous de ton taux. Enfin, c'est pas des taux, hein, mais je m'exprime très mal, mais c'est juste pour comprendre que ça soit en dessous de ton taux d'anticorps. Et tant que tes anticorps ils peuvent gérer sans trop se fatiguer, parce que voilà, y a pas de problème. Mais le problème, c'est quand ça devient trop pour les anticorps. Et du coup, là, ce qu'on essaye de faire, c'est pas d'anéantir complètement la bactérie, parce que c'est pas possible. C'est de l'endormir pour qu'elle soit beaucoup moins forte que mes anticorps. Okay. Donc ça veut dire que je peux faire des rechutes. Et ça veut aussi dire qu'il y a plein de gens qui ont la maladie de Lyme et qui sont juste endormis. Et qui peuvent un jour déclencher. Mais c'est un truc qui existe et que pas grand monde parle et que je trouve hyper important aussi parce que on voit la guérison comme le but ultime et qu'après ça on n'aura plus jamais de soucis. Mais c'est vraiment pas vrai. C'est dur aussi, tu vois. C'est dur. Qu'est-ce que tu fais une fois que t'es guéri, quoi. Alors que t'avais un combat, que t'as galéré, que voilà. Et qui t'es aussi, tu vois. Enfin, qu'est-ce que t'es devenu du coup avec la maladie. Et qui t'es sans aussi. Qui tu es sans la maladie. C'est hyper important. Et du coup, c'est des trucs où il faut vraiment apprendre à ne pas se dévaloriser et apprendre à s'écouter, à faire attention à soi et ne pas perdre confiance parce que la maladie fait perdre beaucoup de confiance en soi. Comme on sort moins, comme on voit moins de gens, comme il y a beaucoup de choses, en vrai on pourrait encore en parler pendant des heures et des heures, des maladies, des errances, et du fait que c'est pas très accepté par tout le monde, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans les de toute façon, dès l'instant que c'est une maladie invisible, les gens ils prennent pas au sérieux. Et d'autant plus quand t'es pas diagnostiqué. Et en plus. Moi j'ai eu beaucoup plus de crédit à partir du moment où j'étais diagnostiquée. Avant ça a été très compliqué. J'avais pas de crédit, nulle part. Et aujourd'hui je suis diagnostiquée, mais c'est une maladie pas reconnue, donc j'ai pas du crédit dans la voie professionnelle. Malgré tout quand même. Okay. Ouais. Après, vraiment pour un mot de la fin, ce qui est hyper important, c'est de prendre soin de soi. Et en fait, que je trouve aussi hyper important, c'est d'apprendre à se connaître assez pour savoir dire non à des médecins, par exemple. À savoir changer de médecin aussi si ça se passe mal. Il y a des gens, ça correspond pas, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est comme dans la vie, on matche pas avec tout le monde, mais on peut pas tout le temps matcher avec son médecin. Même avoir plusieurs avis, c'est... Avoir plusieurs avis, et ne pas hésiter à se renseigner soi-même et pas faire full confiance aux médecins. Je sais que s'il y a des médecins, ils vont péter un plomb que je dise ça, parce que on remet toujours en question ce qu'ils disent et tout, alors faut pas le faire trop non plus, évidemment. Mais c'est juste qu'à partir du moment où tu te poses trop de questions, c'est que tu fais pas confiance à ton médecin, c'est qu'il y a un problème.
Et c'est qu'il faut changer. Voilà, c'est ça. Et vraiment, pour le coup, tout ce qui... Il y a plein de trucs où on peut parler avec le médecin. On est censé pouvoir parler avec son médecin et que s'il y a des choses qui nous dérangent, des choses qu'on ne veut pas faire, qu'on puisse en parler et trouver des solutions. S'il n'y a pas de solution, ben il n'y a pas de solution, mais que au moins ça soit abordé, qu'on puisse en parler correctement. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui arrêtent de se soigner parce qu'ils trouvent pas des personnes. Je sais que c'est hyper tentant, je l'ai fait moi-même et tout, mais c'est quand même hyper important de se soigner parce que la santé c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Sans la santé, il y a beaucoup de portes qui nous sont fermées et c'est quelque chose qu'il faut chérir parce que c'est ça qui nous permet de vivre correctement, quoi. Donc c'est important de pas lâcher quand on est malade et surtout quand on sent quelque chose qui va pas, c'est quand même... Alors après, il y a certaines personnes qui ont des pathologies hypocondriaques et tout, mais souvent il faut quand même assez se faire confiance et quand on sent que ça va pas, il y a beau avoir un médecin qui te dit non, c'est le stress, c'est dans ta tête et tout, c'est pas forcément le cas malheureusement, et il faut vraiment s'écouter et essayer de pas lâcher. Je sais que c'est hyper dur, il y a des gens qui sont même pas soutenus au niveau amical, familial. Ils n'ont même pas un entourage qui les soutient. Ouais, donc c'est très compliqué, mais au mieux, c'est important, je trouve. C'est important de prendre soin de soi, soin de sa santé. D'écouter son corps. Ouais, et de faire attention et de pas tout accepter en fait. Merci beaucoup Momo. Bah avec plaisir, C'était merci de m'avoir invitée, ça me cool. fait très plaisir. Et ça faisait un moment que je voulais t'inviter parce que je trouve ça hyper intéressant. Tout le monde connaît la maladie de Lyme ou a déjà entendu ce nom-là, mais est incapable de savoir ce qu'est la vraie réalité de cette maladie. Et pour ça me fait super plaisir que tu sois venue ici sur le podcast pour en parler. Avec plaisir. Je sais pas combien de temps il va durer ce podcast, mais je peux parier qu'on pourrait en parler 10 heures de plus. Oui, c'est sûr. Là, déjà, on a réussi à faire 2 heures de podcast, donc que je vais réduire, bien sûr, mais ça aurait pu être 4 heures avec Momo. Avec moi, et puis avec ce sujet, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de trucs que j'ai pas abordés, il y a tellement de trucs que je suis passée très très vite, alors que ça pourrait être parlé pendant des heures, mais là, en même temps, j'ai résumé une maladie qui est très peu connue, et 15 ans de ma vie en 2 heures, c'est... Et puis, comme je vous le disais, vous pourrez retrouver Morgane sur TikTok, du coup, si vous voulez approfondir un peu plus sur les recherches de la maladie. Même sur Insta, j'ai des vidéos plus longues. Sur Insta, pardon. Sur Insta, ouais. J'ai des vidéos plus longues. Tu parles d'endométriose et tu parles également d'autres maladies. Hélicobacter. Voilà. Mais plus de Lyme quand même. Hein. Mais après, je peux répondre sur des questions si on m'envoie des messages et tout, il n'y a pas de problème. Juste la bombarder, pas de messages parce que sinon ça saoule. Mais juste faites un message. Pas du tout. Faites un message constructif, genre efficace, court et efficace, comme ça elle pourra bien vous répondre. Tant que les gens sont polis, ça me saoule pas du tout. On dit bonjour au début, surtout. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Momo, c'était un merveilleux moment que j'ai passé à tes côtés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast ou des likes et des commentaires pour donner un peu plus de force. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Dolly's Talk. Des bisous.